À quoi ressemble vraiment la fin d'une légende quand les projecteurs s'éteignent et que la musique se tait? Est-ce un silence digne, une accolade entre frères, ou bien une dispute violente qui laisse un goût amer pour toujours? Et si je vous disais que la dernière tournée de Johnny Hallyday ne s'est pas terminée par des applaudissements, mais par une fracture irréversible, une phrase lâchée dans un bar d'hôtel et une solitude que personne n'a vu venir? Que s'est-il réellement passé ce soir-là, à Carcassonne, lorsque tout aurait dû être une fête et que tout a basculé? Il n'avait pas l'habitude de parler. Jacques Dutronc, c'était le silence élégant, la distance, l'ironie douce, l'homme qui observe sans commenter. Pendant des décennies, il a regardé le monde du show-business de loin, sans jamais se livrer, sans jamais trahir, sans jamais exposer l'intime de ses amis. Et puis, à 82 ans, il a fait ce que personne n'attendait. Il a ouvert une porte restée fermée trop longtemps. Pas en criant, pas en accusant, mais en racontant. Et ce qu'il a raconté a fait l'effet d'une déflagration. Il m'a dit « Bon, je repars en tournée en 2018. Tu viens avec moi, Jaco ?» Cette phrase, dite presque à la légère, résonne aujourd'hui comme un écho venu d'un autre monde. Jacques répond « Oui, évidemment, comme on répond à un frère. » Johnny avait une énergie incroyable, dira-t-il plus tard, une patate hallucinante, un courage qui forçait le respect. Mais derrière cette vitalité apparente se cachait déjà une vérité plus sombre, une vérité que très peu connaissaient vraiment. Nous sommes en 2017. La tournée des Vieilles Canailles s'annonce comme un événement historique. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, trois monstres sacrés, trois frères de scène réunis pour ce qui ressemble à un dernier tour de piste. 10 dates, toutes complètes, des salles pleines à craquer, des fans de plusieurs générations venus saluer une époque entière de la musique française. Sur le papier, c'est une célébration. Dans les coulisses, c'est une autre histoire. En mars 2017, Johnny reçoit un diagnostic qui glace le sein. Un cancer du poumon. Le même qui a emporté sa mère des années plus tôt. Le verdict tombe implacable. La maladie est grave. Il faut un traitement lourd, des chimiothérapies, du repos, beaucoup de repos. Mais Johnny Hallyday ne sait pas s'arrêter. Il n'a jamais su. Sa vie, c'est la scène. Respirer, pour lui, ce n'est pas simplement remplir ses poumons d'air, c'est entendre la foule, sentir les vibrations, exister sous les projecteurs. Laetitia, sa femme, est catégorique. Elle ne veut pas de cette tournée. Elle a peur. Peur qu'il n'y survive pas. Peur qu'il s'épuise. Peur qu'il meure sur scène. Plus tard, elle dira qu'elle trouvait ça suicidaire. Johnny est affaibli, dépend d'une machine à oxygène, reçoit des piqûres dans le ventre avant chaque concert. Comment monter sur scène dans cet état? Comment risquer sa vie pour quelques dates de plus? Mais Johnny la regarde et lui répond une phrase qui scelle tout. « Si je ne la fais pas, je meurs ». Pour lui, ce n'est pas une métaphore. Sans la scène, il n'est plus rien. Sans le public, il n'est plus Johnny. Alors, il décide de partir, malade, affaibli, mais debout. Et Laetitia, malgré ses angoisses, choisit de l'accompagner, de veiller sur lui, de ne pas le lâcher une seconde. Le 10 juin 2017, à Lille, la tournée commence. Sur scène, le miracle opère. Johnny apparaît, transformé. Le public ne voit rien de la maladie. Il chante, il sourit, il donne tout. Le taulier est là. L'idole est intacte. Personne n'imagine l'envers du décor. Personne ne voit l'oxygène en coulisses, la fatigue extrême, les douleurs, les médecins, la tension permanente. Dans l'ombre, Laetitia est omniprésente. Elle surveille chaque geste, chaque respiration, chaque minute de repos. Elle protège, elle contrôle. Pour certains, elle est un pilier, pour d'autres, elle devient étouffante. Et c'est là que les premières fissures apparaissent, discrètes d'abord, presque invisibles, mais bien réelles. Eddie observe. Eddie, l'ami de toujours, plus de 50 ans de complicité avec Johnny. Ils ont tout vécu ensemble, les débuts, les excès, les triomphes, les chutes. Eddie connaît Johnny comme personne, ou du moins il le croit. Et ce qu'il voit pendant cette tournée le dérange profondément. Johnny n'est plus jamais seul. Johnny est entouré, protégé, filtré. Chaque moment semble surveillé, chaque échange passe par Laetitia. Eddie voudrait retrouver son ami, parler comme avant, rire comme avant, se souvenir. Mais il y a toujours quelqu'un entre eux, toujours une présence, toujours une barrière invisible. Et cette frustration, il la garde pour lui, comme tout le monde. Parce que personne n'ose parler, pas quand Johnny se bat pour sa vie, pas quand chaque concert pourrait être le dernier.
Les dates s'enchaînent, Marseille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Paris. À chaque fois, Johnny se vide, à chaque fois, il donne ce qu'il lui reste. Et à chaque fois, Laetitia est là pour le ramasser, le soutenir, le ramener dans l'ombre. Lors du concert à l'Accor Hotel Arena, diffusé en direct à la télévision, elle apparaît en larmes. Elle parle de courage, de guerrier, de soldat. Elle dit la vérité, mais elle ne dit pas tout. Car derrière le courage, il y a l'épuisement. Derrière la scène, il y a les non-dits. Derrière les sourires, il y a une tension qui ne cesse de monter. Et tout le monde le sent. L'équipe technique, les musiciens, Eddie, Jacques. Quelque chose cloche, quelque chose est en train de se fissurer. Et personne n'imagine encore que tout va exploser le dernier soir. Le 5 juillet 2017, Carcassonne, théâtre Jean Deschamps, le dernier concert de Johnny Hallyday. Personne ne le sait encore, mais cette nuit-là, quelque chose va se briser pour toujours. Et ce n'est pas sur scène que tout va se jouer. Ce qui va se passer après le concert va changer à jamais la façon dont cette tournée sera regardée. Une dispute, des mots trop forts, une rupture silencieuse et une phrase prononcée dans un bar d'hôtel qui résonne encore aujourd'hui comme un adieu déguisé. Ne quittez surtout pas la suite, parce que ce qui s'est dit cette nuit-là révèle bien plus qu'un simple clash. Cela dévoile la vérité crue des derniers mois de Johnny Hallyday. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans les coulisses de cette nuit à Carcassonne, là où les masques tombent, là où les amitiés vacillent, là où Johnny, pour la première fois, se retrouve seul face à la fin. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous dès maintenant car ce que vous allez entendre ensuite est encore plus troublant. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Johnny aurait dû annuler cette tournée ou s'il a eu raison d'aller jusqu'au bout. Et surtout, êtes-vous prêt à découvrir ce que Jacques Dutronc n'a jamais osé dire avant ? Personne ne s'en doutait encore, mais ce soir-là à Carcassonne n'était pas seulement la fin d'une tournée. C'était la fin d'un équilibre fragile, la fin d'un pacte tacite, la fin d'une illusion entretenue pendant des semaines. Sur scène, Johnny tenait encore debout. En coulisses, tout était déjà en train de s'effondrer. Le concert touche à sa fin. Les dernières notes résonnent dans le théâtre Jean Deschamps. Le public est debout, en larmes pour certains, euphorique pour d'autres. Johnny salue, sourit, remercie. Il s'assoit plus souvent que d'habitude, mais personne ne voit la fatigue extrême qui lui broie le corps. Pour les spectateurs, c'est une soirée magique, une communion presque sacrée. Pour Johnny, c'est un combat de plus, peut-être le dernier, livré jusqu'au bout. Quand les lumières s'éteignent et que les fans quittent les gradins, l'atmosphère change brutalement. Ce moment qui devait être une célébration, un instant de relâchement après des semaines sous tension, devient lourd, pesant, presque hostile. Les regards se croisent, mais peu de mots sont échangés. La fatigue accumulée, les frustrations retenues, les non-dits étouffés depuis des mois cherchent une sortie. Et cette sortie va être violente. Jacques Dutronc ne donne pas les détails précis, il ne raconte pas la scène comme un voyeur, il ne cite pas les mots exacts, mais il est formel sur une chose, il y a eu une engueulade, une vraie, dure, frontale, entre Eddie Mitchell et Laetitia Hallyday. Pas un simple désaccord, pas une discussion tendue, une explosion. Les voix montent, les reproches fusent, l'atmosphère devient irrespirable. Autour, tout le monde se fige. Personne n'ose intervenir, personne n'ose prendre parti. Parce que ce qui se joue là dépasse largement une querelle de tournée. C'est un choc entre deux mondes, deux visions, deux légitimités. D'un côté, Eddie, l'ami historique, le frère de route, celui qui a connu Johnny avant la gloire démesurée, avant les palais, avant les batailles judiciaires. Celui qui l'a vu jeune, libre, excessif, vivant. Eddie voit son ami affaibli, entouré, protégé à l'extrême. Il a l'impression de le perdre vivant, de ne plus pouvoir l'atteindre, de ne plus pouvoir lui parler comme avant. Et ce sentiment-là, il le rumine depuis le début de la tournée. De l'autre, Laetitia, l'épouse, la femme qui voit son mari malade, fragile, menacé par la mort. Elle ne résonne pas en termes de nostalgie ou de fraternité, elle résonne en survie. Chaque minute compte, chaque effort est un risque, chaque émotion est une dépense d'énergie qu'il n'a plus. Elle pense faire ce qu'il faut, elle pense protéger, elle pense sauver. Deux vérités s'affrontent, deux amours se heurtent, et au milieu, Johnny, trop fatigué pour arbitrer, trop épuisé pour calmer les choses, trop usé pour recoller les morceaux. La dispute est si violente qu'elle brise net l'ambiance. La soirée est ruinée. Au lieu de trinquer ensemble, de se souvenir, de rire une dernière fois, chacun se replie. Les portes se ferment, les silences deviennent plus lourds que les mots. Cette tournée qui devait se terminer dans la joie s'achève dans la confusion et l'amertume.
Et puis Eddie Mitchell part, discrètement, sans dire au revoir, sans un mot pour Johnny, sans une accolade. Ce départ en douce est un coup de poignard. Johnny ne le sait pas encore, mais cette absence va le hanter. Plus tard, dans la soirée, Thomas, le fils de Jacques Dutronc, s'approche de son père. Johnny est au bar de l'hôtel. Il est seul. Jacques descend, et ce qu'il découvre restera gravé en lui pour toujours. Johnny Hallyday, l'homme le plus célèbre de France, l'idole de millions de personnes, est assis seul devant un verre. Le regard perdu, le corps vidé, l'âme lourde. Cette solitude dont il parlait souvent, cette solitude du rocker, il la ressent ce soir-là avec une intensité insupportable. Dans la vie, on est toujours seul, disait-il. À Carcassonne, cette phrase prend tout son sens. Quand Johnny voit Jacques arriver, il lève les yeux. Il n'y a ni colère ni reproche, juste une lucidité triste, et il lâche cette phrase, presque banalement, comme on constate un échec irréversible. « Bon, on repart en tournée tous les deux, mon Jaco. » Cette phrase dit tout. Elle dit la blessure, elle dit la rupture, elle dit que quelque chose s'est cassé ce soir-là et que cela ne sera jamais réparé. L'évier canaille à 3, c'est fini, définitivement. Johnny l'a compris. Il ne cherche même plus à recoller les morceaux. Il imagine déjà autre chose, une tournée à 2, lui et Jacques, comme avant, plus simple, plus vrai. Mais cette tournée n'aura jamais lieu. 5 mois plus tard, le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint à Marne-la-Coquette. Le cancer a gagné. Le guerrier a perdu son dernier combat. Et cette nuit à Carcassonne devient, sans que personne ne l'ait voulu, son dernière image publique, son dernier concert, son dernier au revoir. Et au lieu d'être un souvenir lumineux, cette fin reste marquée par une dispute, une fracture, un goût amer, une fin gâchée. Mais ce que Jacques Dutronc révèle ne s'arrête pas à une simple engueulade de fin de tournée. Ce que cette nuit annonce, c'est bien pire, car les tensions qui ont explosé à Carcassonne n'étaient que le début d'une guerre silencieuse, une guerre qui allait éclater au grand jour après la mort de Johnny et déchirer à jamais son entourage. Ne quittez surtout pas la suite. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi cette dispute prend un sens totalement différent quand on la relie au héritage, au testament, aux accusations de manipulation et à l'isolement progressif de Johnny. Vous allez comprendre que Carcassonne n'était pas une fin, mais un avertissement. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite. Selon vous, Eddie aurait-il dû rester malgré tout ce soir-là, ou était-il déjà trop tard pour réparer quoi que ce soit ? Et surtout, êtes-vous prêts à entendre ce que cette nuit révèle vraiment sur les derniers mois de Johnny ? Carcassonne n'a pas été un accident. Cette nuit-là n'a pas surgi de nulle part. Elle a simplement révélé ce que beaucoup pressentaient, sans jamais oser le formuler. Quand Jacques Dutronc raconte cette engueulade des années plus tard, il ne parle pas seulement d'un clash. Il décrit un symptôme. Le symptôme d'un isolement progressif, d'un cercle qui se resserrait autour de Johnny, d'une fracture déjà là, prête à éclater. Après la mort de Johnny, tout prend un sens différent. Les paroles se libèrent, les silences deviennent suspects, et ce qui ressemblait à une simple tension de tournée apparaît soudain comme le prélude d'un drame bien plus vaste. Quelques semaines après le 5 décembre 2017, la bombe du testament explose. David et Laura, les enfants de Johnny, sont exclus de l'héritage. La nouvelle choque la France entière. Les fans sont abasourdis, les proches tombent de leurs chaises. Personne ne comprend. Personne n'avait imaginé Johnny capable de déshériter ses propres enfants. Eddie Mitchell prend la parole. Il dit qu'il ne comprend pas. Il laisse entendre que Johnny a pu être influencé. Jean-Marie Perrier affirme que Johnny n'aurait jamais fait un tel choix de lui-même. Sylvie Vartan refuse même de prononcer le nom de Laetitia. Pascal Obispo parle d'un Johnny isolé, presque coupé du monde, comme pris dans une bulle dont il ne sortait plus. Tous racontent avec des mots différents la même histoire, celle d'un homme de plus en plus seul, de plus en plus inaccessible. Des amis qui appellent et n'ont pas de réponse, des rendez-vous annulés, des portes qui se ferment. Un mur invisible qui s'élève autour du rocker. Et soudain, la scène de Carcassonne s'éclaire d'une lumière nouvelle. Cette dispute entre Eddie et Laetitia n'est plus une simple querelle. Elle devient le moment où deux visions s'affrontent frontalement. Celle des amis historiques qui veulent encore accéder à Johnny, le voir, lui parler, partager ce qu'il reste, et celle de Laetitia qui contrôle l'environnement, filtre les contacts, protège coûte que coûte, parfois au prix de l'isolement. Dans le milieu, des rumeurs circulent, jamais confirmées officiellement, mais elles persistent.
Selon certains témoignages indirects, Eddie aurait reproché à Laetitia d'empêcher les vieux amis de passer du temps seul avec Johnny. Il aurait voulu s'asseoir avec lui, discuter en privé, comme il l'avait toujours fait, sans caméra, sans témoin, sans planning. Mais cela aurait été refusé au nom de la fatigue, du repos, de la santé. Pour Eddie, cela ressemble à une mise à l'écart. Pour Laetitia, c'est une nécessité vitale, deux lectures irréconciliables. Et cette incompréhension aurait fini par exploser ce soir-là, à Carcassonne, sous le poids de la fatigue et de l'émotion. D'autres évoquent des tensions liées à l'organisation même de la tournée, des décisions modifiées, des plannings ajustés, des interventions jugées excessives par certains. Eddie et Jacques, habitués à gérer les vieilles canailles selon leur propre code, auraient eu le sentiment de ne plus être chez eux dans leur propre tournée. Là encore, rien n'est prouvé, mais tout s'assemble. Ce qui est certain, c'est l'impact sur Johnny. Jacques Dutronc le dit sans détour. Johnny était triste, profondément. Il voulait finir cette aventure avec ses deux frères de cœur. Il voulait une dernière image heureuse. Et il s'est retrouvé face à une rupture qu'il n'avait pas choisie. Sa phrase au bar de l'hôtel n'est pas anodine. On repart en tournée tous les deux. Ce n'est pas un projet, c'est un aveu. L'aveu qu'il a compris que les vieilles canailles, telles qu'il les aimait, n'existeraient plus jamais, que l'équilibre était rompu, que quelque chose s'était définitivement cassé. Le départ d'Eddie sans dire au revoir l'a particulièrement blessé. Selon Paris Match, Johnny a vécu cela comme un manque de compassion. Il aurait voulu qu'Eddie reste, qu'il mette sa prièreté de côté, qu'il comprenne que c'était peut-être la dernière fois. Mais Eddie, de son côté, estimait sans doute avoir atteint une limite. Deux blessures qui se croisent sans jamais se réparer. Cette histoire révèle une vérité brutale sur les derniers mois de Johnny. Il était pris entre deux feux. D'un côté, une femme qui voulait le sauver, le garder, le protéger jusqu'au bout. De l'autre, des amis qui voulaient encore partager ce qui restait de lui, sans filtre, sans barrière. Deux fidélités légitimes, deux amours sincères, et Johnny au milieu, incapable de satisfaire tout le monde. À force de vouloir protéger, on isole. À force de vouloir rester proche, on étouffe. Et Johnny a fini par se retrouver seul. Ses amis se sont éloignés. Laetitia est devenue, après sa mort, la cible de toutes les colères. Et lui est parti en laissant derrière lui un champ de ruines affectives. Jacques Dutronc, dans son récit, ne cherche pas à condamner. Il ne désigne pas de coupable. Il constate une dispute, une ambiance plombée, une blessure profonde. Son témoignage est puissant précisément parce qu'il est dépourvu de haine. Il parle avec cette nonchalance qui lui est propre, cette distance pudique qui rend la vérité encore plus lourde. Aujourd'hui, Jacques vit retiré. Il a perdu Françoise Hardy après une vie commune faite de chaos et de fidélité paradoxale. Il pense à Johnny chaque jour, et cette nuit à Carcassonne reste pour lui l'un des souvenirs les plus douloureux. Pas à cause de la dispute en elle-même, mais à cause de ce qu'elle symbolise. La fin d'une époque, la fin d'une amitié de 50 ans, la dernière fois qu'il a vu Johnny vivant, debout, encore libre sur scène. Dans la prochaine et dernière partie, nous reviendrons sur le sens profond de cette révélation tardive. Pourquoi Jacques Dutronc a parlé maintenant? Pourquoi cette vérité dérange encore? Et ce que cette histoire nous dit au fond sur la solitude des légendes et le prix à payer quand tout le monde croit savoir ce qui est bon pour vous. Restez jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous voulez entendre des récits que personne n'ose raconter ainsi. Selon vous, la protection peut-elle devenir une prison ? Et surtout, que reste-t-il quand la musique s'arrête et que les amis se taisent? Pourquoi parler maintenant? Pourquoi attendre des années pour raconter cette nuit-là? C'est la question que beaucoup se sont posées lorsque Jacques Dutronc a enfin brisé le silence. Et la réponse n'est pas dans la polémique, elle est dans le temps. Dans ce que le temps fait au souvenir, dans ce que la mort révèle quand elle a cessé de brûler et qu'elle commence à peser. Jacques Dutronc n'a jamais été un homme de règlement de compte. Il n'a jamais cherché la lumière à travers les drames des autres. S'il parle si tard, c'est parce que cette histoire ne parle pas seulement de Johnny, ni de Laetitia, ni d'Eddie. Elle parle d'une vérité plus large, plus inconfortable, la vérité de la faim, la vérité de la solitude, la vérité de ces moments où l'on croit être entouré, mais où l'on est en réalité terriblement seul.
À Carcassonne, Johnny était au sommet et au bord du vide, acclamé par des milliers de personnes, porté par une vie entière de chansons et pourtant intérieurement épuisé, fragilisé, tiraillé. Cette nuit-là, il n'a pas seulement perdu l'harmonie d'un mythique trio, il a perdu l'illusion que tout pouvait encore rester comme avant. Il a compris que le temps avait gagné, que les équilibres d'hier ne tenaient plus, que même l'amitié la plus solide pouvait se fissurer sous le poids de la maladie, de la peur et de l'amour mal compris. Jacques Dutronc raconte cette scène sans colère parce qu'il sait que personne n'a vraiment tort. Laetitia voulait sauver son mari, Eddie voulait retrouver son ami, et Johnny, lui, voulait vivre jusqu'au bout, à sa manière. 3 volontés sincères, 3 chemins incompatibles, et quand ces chemins se croisent sans se comprendre, ils finissent par se heurter. Cette histoire dérange parce qu'elle brise le mythe d'une fin parfaite. Elle nous oblige à regarder Johnny non pas comme une icône intouchable, mais comme un homme malade, un homme fatigué, un homme qui, même entouré, n'a pas échappé à cette solitude qu'il évoquait depuis toujours. Dans la vie, on est toujours seul. Ce n'était pas une posture de rocker, c'était une intuition profonde. La tournée des vieilles canailles aurait dû être une célébration. Elle est devenue un combat gagné sur scène, perdu en coulisses. Et cette dernière phrase, prononcée au bar de l'hôtel, reste suspendue dans l'air comme un regret éternel. On repart en tournée tous les deux. Une phrase pleine d'espoir, une phrase déjà condamnée, une phrase qui n'aura jamais de lendemain. 5 mois plus tard, Johnny s'en va. Et après sa mort, la guerre éclate. Les héritiers contre la veuve, les amis contre le silence, les fans contre l'incompréhension. Tout ce que Carcassonne annonçait explose au grand jour, comme si cette nuit-là avait été le dernier avertissement, comme si tout était déjà écrit. Jacques Dutronc aujourd'hui ne cherche ni à réhabiliter ni à condamner. Il laisse simplement une trace humaine, fragile, douloureuse. Il rappelle que même les légendes ne maîtrisent pas leur fin, que l'amour peut protéger et enfermer, que l'amitié peut soutenir et fuir, et que parfois personne ne gagne. Ce récit n'est pas une accusation, c'est un miroir. Il nous renvoie à nos propres choix, à nos propres silences, à ces moments où l'on croit bien faire sans voir ce que l'on détruit autour. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous maintenant. Ici, on ne raconte pas des scandales, on raconte des vérités humaines, celles qui dérangent parce qu'elles sont réelles. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Pensez-vous que Johnny était protégé ou isolé? Selon vous, qui a le droit de décider quand la fin approche? Et surtout, restez avec nous. Dans la prochaine vidéo, nous reviendrons sur un autre témoignage troublant, celui d'un proche qui affirme que Johnny avait compris, très tôt, qu'il ne contrôlerait jamais sa propre fin. Une confidence jamais analysée en profondeur, une phrase passée inaperçue, et pourtant, elle change absolument tout.